sur le plan des négociations internationales sur le climat, d'abord quelques rappels en termes d'évolution du changement climatique. Les dernières tendances confirment plutôt les prévisions des rapports du GIEC, c'est-à-dire qu'on est sur un empilement des années chaudes. Les 3 dernières étaient les plus chaudes jamais enregistrées. On a eu également une saison cyclonique 2017 dans l'Atlantique qui a été parmi les plus violentes jamais enregistrées. Et on a aussi une augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère qui a dépassé les 400 parties par million. Donc plutôt des signaux qui vont dans le sens de tout ce qui est prévu par les rapports du GIEC successifs depuis les années 90. Donc ça, c'est un premier élément de contexte. Après, si on s'intéresse aux négociations internationales, ce qu'il faut souligner depuis maintenant l'annonce de sortie donc, des accords de Paris par les États-Unis qui est intervenue le 1er juin 2017, c'est une sorte de recomposition des rôles au sein des négociations. Si on regarde les États-Unis, on se rend compte qu'effectivement, ils ont décidé de rompre le caractère universel de l'accord de Paris, puisque tous les pays l'avaient adopté. Donc en décidant de sortir, le caractère universel est brisé. Il y avait effectivement une crainte quant à la possibilité pour d'autres pays de sortir en évoquant cette décision américaine et donc de faire la même chose. Cette crainte n'a pas été vérifiée, il n'y a pas eu de désistement d'autres pays, donc ça c'est quand même un motif de satisfaction. Mais par contre, en termes de rôle des États-Unis, tout simplement, ils ne peuvent plus jouer le rôle de leader qu'ils ont pu occuper, notamment durant la COP 21, ce rôle de binôme avec la Chine. Donc c'est une perte de l'influence positive qu'avaient les États-Unis, qui sont finalement passés de, on va dire, pays qui obstruaient les négociations pendant la période Bush, à un pays plutôt favorable sous la période Obama, et là ils sont revenus à leur rôle d'obstructeur des négociations. Donc on ne peut plus compter sur eux désormais, donc c'est un acteur qu'on sort un petit peu du jeu des négociations, qui n'a pas forcément non plus été perturbateurs au moment de la première COP, la COP 23, qui s'est tenue donc dans ce contexte de sortie des États-Unis, mais qui n'ont pas franchement poussé à un développement ou à un relèvement à la hausse des ambitions. Donc pas d'obstruction, mais pas de participation volontaire. L'autre acteur intéressant à regarder, c'est la Chine. La Chine qui, avec Barack Obama, donc l'alliance un petit peu avec Xi Jinping et Barack Obama à la COP 21 avait permis d'obtenir cet accord non contraignant, mais en tout cas global et universel, c'était un peu l'objectif. La Chine se retrouve donc privée de son partenaire américain, se retrouve catapultée un petit peu seul leader dans cette espèce de, de, de configuration, et surtout, problème, puisque la Chine, malgré la transition énergétique qu'elle a lancée et les investissements massifs qu'elle continue d'effectuer, reste le premier émetteur de gaz à effet de serre. Donc on est dans la configuration actuelle, en termes de répartition des rôles entre les États, avec un leadership qui n'est plus exercé par un binôme, mais seulement par la Chine, qui ne peut pas être à elle seule le premier organisateur de ces négociations, en raison de sa position de premier émetteur à gaz à effet de serre. Et on le rappelle, elle n'est pas soumise à des réductions. La seule promesse chinoise qui a été faite, c'est d'atteindre un pic d'émissions à 2030, ce qui veut dire qu'elle va continuer à accroître ses émissions d'ici 2030. Donc elle ne peut pas être seule le leader. Ça pose la question aussi de la position européenne. On sait qu'Emmanuel Macron a essayé cette année durant de se positionner en leader, mais la France n'est pas les États-Unis, elle n'a pas le même poids dans les négociations, malgré un certain volontarisme qu'on a pu observer, notamment au moment de l'organisation du sommet sur le climat en septembre l'année dernière. L'influence française peine à toucher les autres pays, notamment les grands émergents. Donc se pose cette question de la peut-être transmission au niveau européen de ce leadership, là aussi qui n'est pas encore vérifié, puisque l'Europe reste très divisée sur le sujet. Donc on a une configuration d'acteurs un petit peu nouvelle, qui n'est pas forcément très optimiste, mais en même temps, l'élément, on va dire, de nuance du pessimisme ambiant, c'est peut-être le rôle que prennent les acteurs non étatiques, qui ne négocient pas au sein des COP, mais qui jouent un rôle d'appui, de soutien, de dynamisme. Et ça s'est vérifié effectivement depuis l'annonce des accords de Paris, de sortie des accords de Paris des États-Unis. On a une communauté des affaires américaines qui est très volontariste. On a eu des annonces de Mike Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui a déclaré vouloir financer en partie la perte de fonds liée à ce départ américain. On a aussi une alliance entre des entreprises et des collectivités territoriales qui ont exprimé leur attachement à cet accord de Paris malgré la décision de l'administration Trump d'en sortir. Donc on a une mobilisation des acteurs non étatiques aux États-Unis qui va contre la décision du président et de son administration, décision d'ailleurs qui est contestée par certaines autres parties de l'administration américaine, notamment le ministère de la Défense, ce qui est intéressant. Cette, en tout cas, effervescence des acteurs non étatiques se retrouve aussi en Europe. Donc on se demande si aujourd'hui l'effort de réduction ne va pas être porté par les acteurs non étatiques qui ne négocient pas que par les États qui sont un peu dans une phase d'endormissement liée à la lourdeur de la négociation au moment de la COP 21.
Aujourd'hui, on travaille sur les règles de mise en œuvre de cet accord, ce qui fait qu'on a des difficultés à avancer évidemment, parce que maintenant il faut passer au concret. On a fixé 2 objectifs, un cadre qui est l'accord de Paris. Maintenant, il faut passer à la pratique. C'était l'objectif de la COP23, il n'a pas été atteint. La COP24 sera déterminante pour cet enjeu précis, sachant que ça sera donc la Pologne qui accueillera cette COP24, qui n'est pas parmi malheureusement les pays les plus volontaires en Europe sur la question. Voilà. Les grands défis aujourd'hui, c'est comment vont se répartir les rôles entre les États, et est-ce que finalement cette hésitation et ce manque de leadership des États va être compensé par justement l'émergence des acteurs non étatiques, des collectivités territoriales, des entreprises, des fondations philanthropiques, qui aujourd'hui donnent de la foi et portent la transition énergétique.